Seconde Guerre mondiale. Donc j'aborderai bien sûr ici les questions de résistance, mais je crois qu'il faut voir aussi les autres aspects de la période, ce qu'était l'occupation allemande, les réactions des Bretons et des Finistériens, et naturellement aborder la question des pionniers de la résistance. Alors je voudrais d'abord rappeler qu'en 1940, il y a un véritable traumatisme, un véritable choc de la défaite, que la République s'effondre, que l'armée française est battue de manière dramatique, même si cette armée française, contrairement à ce qu'on dit parfois, s'est fort bien battue. Les victimes sont estimées au niveau national, alors les chiffres sont discutés, mais entre 60 000 et 80 000 morts lors des combats qui ont duré un peu plus ou un peu moins de 6 semaines. Et je rappellerai que pour la Bretagne, ce choc est d'autant plus majeur que l'occupation militaire de cette région n'était pas intervenue depuis bien longtemps. Il faudrait peut-être même remonter aux guerres du Moyen-Âge, que les Prussiens en 1870 n'étaient pas parvenus jusqu'en Bretagne. Et que par ailleurs, la victoire de 1918, avec les sacrifices consentis, et notamment par les Bretons, puisqu'en Bretagne, il y a eu à peu près 125 000 morts, vont peser très lourd dans l'évolution de l'opinion publique pendant cette période. Les morts de 14-18, vous le savez, sont inscrits sur tous ces monuments aux morts, et sur ces 125 000 Bretons tombés au front. Pour le Finistère, les estimations sont entre 29 000 et 31 000, selon les sources que l'on utilise. Un taux de perte très élevé, puisque ça représente un combattant sur 4, alors que la moyenne nationale est d'à peu près 16%. Donc une situation qui faisait penser qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, la der des der, il n'y aurait plus de guerre aussi terrible, et que d'autre part, cette population française, les Français, étaient profondément pacifiques, pour ne pas dire pacifistes, et qu'on ne souhaitait pas la guerre, mais la Grande Dépression, la montée des fascismes et du nazisme font qu'il faut se préparer à nouveau, à partir de 1935-1936, à un nouvel affrontement. Alors, partant de cette situation, je vais m'appuyer sur un certain nombre de documents photographiques, iconographiques, qui ont été publiés dans cet ouvrage que Monsieur le Président a cité tout à l'heure, sur la Bretagne de l'occupation à la libération, plus de 250 documents photographiques. Et je voudrais en profiter pour remercier les archives municipales de Quimper et les archives municipales de Brest, et notamment à Quimper, le directeur Monsieur Bruno Le Gall, qui ont mis à ma disposition ces documents. Alors d'abord, la question du choc de la guerre et de la défaite et des débuts de l'occupation. Je ne reviens pas sur les combats qui commencent le 10 mai 1940, sur la bataille de Dunkerque, sur la percée allemande au début juin, l'occupation de Paris le 14 juin 1940, et le 18 juin, à l'aube du 18 juin, une date célèbre pour d'autres raisons comme vous le savez, la Wehrmacht est aux portes de Rennes, et elle va se ruer sur la Bretagne, et notamment sur Brest, qui est une cible militaire tout à fait stratégique. Alors pour ce qui est de Rennes, vous voyez là une photographie qui vous montre ce terrible incendie et ce terrible bombardement sur la ville de Rennes le 17 juin 1940, qui a fait entre, on ne sait toujours pas combien, mais entre 1400, 1600 et 2000 victimes, puisqu'il y avait des milliers de réfugiés entassés dans la gare, et que le bombardement sur un train de munitions a entraîné cette situation. La ruée de la Wehrmacht est telle que dans l'après-midi du 19 juin 1940, les Allemands sont à Brest, où ils sont d'ailleurs accueillis par le sénateur-maire Le Gorgeux, dont je reparlerai tout à l'heure, et que ces Allemands sont, vous voyez cette photo, à Saint-Pierre-Quilbignon, au port de Brest, ce 19 juin 1940, et que dans les jours qui suivent, la Bretagne et le Finistère sont totalement occupés. Il n'y a eu que 2 batailles, je dirais, de retardement, afin de permettre l'évacuation des derniers navires de Lorient et de Brest, navires militaires en particulier, et aussi les derniers sabotages de l'arsenal et des bassins. 2 batailles, l'une à Landerneau, l'autre à Guidel, près de Lorient, qui ont fait quelques victimes.
Alors, cette Wehrmacht, je dirais que la première conséquence de la victoire allemande, ce sont des milliers, des dizaines de milliers de prisonniers, 1 800 000 prisonniers pour l'armée française, dont, vous le savez, 1 400 000 seront transférés dans les stalags et les oflags en Allemagne, mais beaucoup de soldats sont faits prisonniers au front, dans le nord et l'est de la France, en Belgique, etc. Mais beaucoup sont aussi pris sur place, dans les casernes ou dans la région. Et par exemple, à Quimper, la presse, la dépêche de Brest, demande aux soldats qui étaient mobilisés sur place de se présenter dans les casernes. Beaucoup pensent qu'ils vont être démobilisés et en réalité, ils sont faits prisonniers sur place. À Quimper, il y a un front stalag numéro 135, qui est installé, qui va durer d'ailleurs jusqu'en 1941. Et disons que dans cette ville, et dans la caserne de la Tour d'Auvergne, en juin 1940, il y a 7000 prisonniers français et coloniaux, comme le montre cette photo. Vous voyez des soldats qui posent avec leurs geôliers allemands, et la plupart d'entre eux vont être transférés en Allemagne. Si bien qu'en 1941, et ça, je peux vous donner le chiffre exact de Finistériens prisonniers en Allemagne, il est de l'ordre de 30 059, et c'est un travail d'une étudiante de l'UBO à Brest, une maîtrise d'histoire, mademoiselle Cariou, qui a pu établir ces chiffres, puisqu'il y a eu un recensement extrêmement précis. 30 059 PG, prisonniers de guerre, envoyés en Allemagne, ce qui représente une moyenne de près de 4% de la population. Donc si vous prenez la population masculine, c'est 7 à 8%, avec évidemment des différences selon les villes, selon les communes. Les Iliens mobilisés dans la marine sont moins concernés que ceux qui vivent dans les campagnes, que les fantassins. Et si vous souhaitez, si je puis dire, avoir la palme du nombre de prisonniers de guerre envoyés en Allemagne, c'est la commune de Pouldergat, près de Douarnenez, qui a un taux de détention de prisonniers par rapport à sa population totale de plus de 13%. Alors vous imaginez bien que ces hommes vont manquer, bien sûr, dans leur foyer, dans leur famille, vont manquer, ce sont des bras qui vont manquer pour l'économie française, l'économie nationale, et que, là encore, outre la mémoire des tués de 14-18, l'absence des prisonniers, et bien sûr la présence massive des troupes d'occupation font que la population bretonne et finistérienne et française en zone occupée ne va absolument pas accepter l'occupation allemande. Je reviendrai sur les réactions tout à l'heure. Alors ces prisonniers de guerre, ils essaient dans les stalags et les oflags de s'occuper comme ils le pouvaient. Certains sont restés 5 ans. Et là, on peut imaginer que des bas-bretons organisent des spectacles pour tromper l'ennui dans ces camps allemands. Si je précise cette situation de l'été 1940, il y a aussi la présence massive de réfugiés dans la région. À un moment donné, on a estimé qu'il y avait plus d'1 million de réfugiés, donc c'est cet exode le plus gigantesque de l'histoire, entre 6 et 8 millions de personnes, belges, luxembourgeois, des gens du nord et de l'est de la France. On avait pourtant prévu leur accueil, puisqu'en 1914, on n'avait rien prévu du tout face à l'offensive allemande. Donc on s'était dit, au cas où ça recommencerait, on va replier de manière organisée les populations du nord et de l'est de la France, les Parisiens, dans tel et tel département. Malheureusement, la vitesse de l'armée allemande fait que les choses ne se passent pas de cette manière-là. Et d'après un recensement solide et important du mois de juillet, début août 1940, il y a en Bretagne 751 000 réfugiés. La Bretagne devient un cul-de-sac. Et pour le Finistère, on compte 160 000 réfugiés qu'il faut loger, qu'il faut nourrir de manière souvent improvisée. Là encore, si je vous donne un seul exemple, la commune de Plémin a accueilli dans cette période 1244 réfugiés, ce qui veut dire une augmentation de sa population de 27%. Vous imaginez évidemment les difficultés que cela a pu occasionner. Et
assez rapidement quand même, les Allemands organisent le retour dans leur foyer de ces prisonniers, sauf, je le précise, les Alsaciens-Lorrains, du moins ceux qui sont considérés comme inassimilables par le Grand Reich, qui va annexer de fait l'Alsace-Lorraine, comme vous le savez. Alors, dans ces journées de débâcle, il y a aussi, très important pour l'avenir, et on va en parler toute la journée, il y a aussi ces départs à partir des ports et des côtes de Bretagne, ces soldats qui quittent la France pour certains continuer le combat en Angleterre, et je précise qu'une grande partie des militaires français et des marins français, après la signature de l'armistice, rentrent volontairement en France, et qu'il n'y a qu'une poignée de militaires à rester en Angleterre. Parmi les partants, sur les nombreux bateaux de pêche, vous avez des jeunes volontaires, et j'avais l'intention ici de citer les frères Le Gall, mais je crois que nous avons parmi nous l'un des deux frères Le Gall qui pourra en parler bien mieux que moi. On a ces jeunes Bretons qui partent en Angleterre pour continuer le combat, et j'insisterai sur le rôle des pêcheurs, et notamment des pêcheurs finistériens, partis volontairement en 1940, et qui pendant plusieurs mois vont faire des missions et vont déposer tous les premiers agents de la France libre sur les côtes bretonnes et principalement sur les côtes finistériennes. Naturellement, je n'oublie pas le cas exceptionnel des Sénans, partis sur 5 bateaux entre le 24 et le 26 juin, le 24 et le 26 juin 1940, 136 Iliens, dont, alors je ne sais jamais, 127 ou 128, les sources ne sont pas les mêmes, mais l'essentiel, c'est que la quasi-totalité d'entre eux s'engagent dans les forces françaises libres et sont à la base des forces navales françaises libres. Nous avons là encore une étude, c'est un étudiant de Brest qui a fait ce travail il y a quelques années. Lorsqu'on regarde les FNFL en octobre 1940, ils ne sont pas très nombreux, mais 4% d'entre eux sont formés par des Sénans, et vous connaissez tous la formule célèbre du général de Gaulle, Messin, le 1er juillet 1940 à Londres, Messin c'est donc le quart de la France, hein, formule célèbre qu'il aurait prononcée à cette occasion-là. Alors cet effondrement militaire, il est aussi politique, puisque la 4e République et tous ses cadres s'effondrent en quelques jours de manière tout à fait inédite, si je puis dire, absolument incroyable. Dès le 17 juin 1940, le maréchal Pétain a pris le pouvoir, est devenu tout à fait légalement le président du Conseil, le dernier président du Conseil de la 3e République. Il a formé un gouvernement, et Pétain est le porte-parole au sein du gouvernement de ceux qui veulent signer au plus vite l'armistice avec les Allemands, et immédiatement il appelle même à cesser le combat, même s'il reviendra un peu plus tard sur cet appel, ce qui permet à la Wehrmacht de faire des dizaines de milliers de prisonniers supplémentaires. Alors, dans la foulée, alors que ce gouvernement de Bordeaux passe à Vichy, vous le savez, le général de Gaulle, lui, gagne Londres et lance son premier appel du 18 juin 1940 à la résistance, il y en aura plusieurs, tandis qu'à Vichy, le 9 et le 10 juillet 1940, les parlementaires présents votent les pleins pouvoirs constitutionnels au maréchal Pétain, ce qui veut dire que Pétain va avoir tous les pouvoirs, et aucun chef de l'État français n'a eu autant de pouvoir que le maréchal Pétain depuis Louis XIV. Et vous savez, bien sûr, j'y reviendrai, ce qu'il va en faire. La majorité des parlementaires présents, il n'y a pas les communistes, hein, ils ont été interdits en 1939, ils sont en prison ou certains sont déjà cachés dans la clandestinité. Il n'y a pas les parlementaires du Massilia qui sont partis pour le Maroc pour continuer la lutte et qui seront arrêtés sur place, Mendès France et beaucoup d'autres. Si bien que sur les 570 parlementaires présents à Vichy, vous le savez, sur les 670, pardon, 570 votent les pleins pouvoirs au maréchal, 80 disent non, refusent les pleins pouvoirs et 20 s'abstiennent. Alors si on regarde les parlementaires bretons, 50 parlementaires votent les pleins pouvoirs, mais j'y reviendrai, certains pourront entrer en résistance un peu plus tard, et il y a 7 parlementaires à refuser les pleins pouvoirs. Et sur ces 7 parlementaires, il y a 7 finistériens.
parmi eux 6 députés et un sénateur, le sénateur-maire de Brest, Victor Le Gorgeux, radical, qui sera d'ailleurs commissaire de la République de Bretagne à la Libération. Il y a donc 6 députés, 2 socialistes, Tanguy Prigent, le jeune Tanguy Prigent, qui sera ministre de l'Agriculture du général de Gaulle à la Libération. Il y a aussi, il est sur cette photo au centre, Jean-Louis Roland, qui est le maire de Landerneau, qui est le député socialiste de Brest, qui vote non à Vichy. Il y a 2 radicaux socialistes, qui sont des élus du Finistère Sud, Jean Perrotte et Le Bail. Et il y a 2 démocrates chrétiens, les 2 seuls de leur groupe, qui sont élus dans le Léon, Paul Simon, qui est l'un des responsables de ce parti des démocrates chrétiens et responsable aussi de l'Ouest éclair au niveau régional, et Pierre Trématin. Donc vous voyez que les Finistériens, en disant non, sont parmi les premiers à refuser la mise en place de ce régime autoritaire et qui deviendra de plus en plus fascisant à la fin de la période. Et ce n'est pas un hasard si on les retrouve ensuite en résistance. Alors soulignons que des pétinistes engagés, et je pense à Jean Crouan, député élu en 1936 très à droite, ou à Hervé Nader, élu aussi en 1936 très à droite, ces hommes vont s'engager en résistance en 1942 ou 1943 et vont être déportés. Bon, ils font partie de cette catégorie que les historiens appellent aujourd'hui les vigisto-résistants, des gens qui sont favorables au régime, mais qui n'acceptent pas l'occupation allemande, et l'un et l'autre participent assez rapidement à la résistance. Alors, cette défaite, c'est aussi l'ordre nouveau allemand qui se met en place. C'est une occupation très dense dans les villes et sur les côtes. Ces Allemands vont investir les bâtiments publics. Dans les préfectures, il y a les Fed Kommandantur. Celle de Quimper, c'est la numéro 752. Hein, les Allemands, c'est très normé. Il y a des Kommandantur dans les villes. Les bâtiments publics sont réquisitionnés. Les officiers sont logés chez l'habitant. Les soldats sont logés dans les casernes, dans les écoles. Et cette cohabitation forcée va être bien difficile. Et puisque nous sommes dans le Finistère, un certain nombre de villas, de châteaux sont réquisitionnés par l'occupant pour loger notamment les sous-mariniers, pour leur permettre de se délasser après leur mission en Atlantique. Donc voilà une photo des Allemands. S'installent partout des Soldatenheim, des foyers du soldat, celle de Quimper ici, qui vont devenir, ces bâtiments vont devenir à partir de 1942 des cibles de la résistance communiste, avec régulièrement des attentats, à Quimper notamment et à Brest. Il y a aussi, naturellement, tout ce qui va avec une armée en campagne. Il y a les bordels de campagne, passez-moi l'expression. Voilà l'entrée de l'une de ces maisons closes à Quimper. Je pourrais même vous donner l'adresse si certains sont intéressés. Je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui. C'est dans la rue Penharstang, je ne connais pas. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette présence est tout à fait terrible. Il y a les cinémas, etc. Et ça va devenir des cibles, je le disais, notamment de la résistance communiste. Les Allemands, ce sont ces interdits, Verboten. C'est la mise en place d'une zone côtière, une zone littorale interdite, avec des Ausweis particuliers le long des côtes, élargie en 1942, donc des contraintes tout à fait terribles. Et cela montre aussi que la Bretagne, et en particulier le Finistère, sont une zone tout à fait stratégique, si bien que les Allemands immédiatement font régner leur ordre nouveau nazi. On désigne des listes d'otages, ce sont les notables dans les communes, et au moindre incident, ces élus sont arrêtés et détenus pendant plusieurs jours. Bon, je citerai le cas de Trématin, député tout à l'heure, ou de Tanguy Prigent, maire de Saint-Jean-du-Doigt, et détenu dès le mois de septembre 1940 à Morlaix parce qu'il y a eu un sabotage sur sa commune. Ce sont aussi les premières exécutions et vraisemblablement l'une des premières victimes de l'occupation allemande est un Léonard. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie
Quérandel de Plouguerneau, du Léon, qui est fusillé le 28 juin 1940, parce que quelques jours plus tôt, au moment de la débâcle, un avion allemand était tombé sur la commune. Quelques habitants locaux auraient maltraité l'un des pilotes et les Allemands arrêtent un certain nombre de personnes et malgré l'intervention de l'évêque de Quimper, Monseigneur Duparc, eh bien, Jean-Marie Quérandel, qui est un père de famille nombreuse, est fusillé dès le 28 juin 1940. Donc ça vous montre ce qu'est cet ordre nouveau allemand lorsqu'il se met en place. Alors, je vais insister maintenant sur la dimension stratégique et sur les réactions du Finistère, notamment parce qu'à Brest, il y a la grande base de la Kriegsmarine qui s'installe. Et j'en profite pour vous signaler qu'il y a une excellente thèse sur la Kriegsmarine qui a été écrite sous ma direction par un jeune historien allemand, Lars Winkel. Il vient de la traduire en français et j'espère, bon, je viens de corriger le texte, j'espère que nous allons pouvoir publier cet ouvrage aux presses universitaires de Rennes ou ailleurs, mais on y apprend énormément de choses et surtout on voit l'occupation du côté allemand. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors l'Orient, vous le savez, ce sont les sous-marins de l'amiral Dönitz. Brest, c'est surtout au départ, il y a aussi les sous-marins, mais ce sont les navires de surface, les gros navires de surface, croiseurs de l'amiral Reeder, qui donc doivent permettre aux Allemands d'attaquer les convois britanniques dans l'Atlantique. L'armée allemande, la marine allemande, la Kriegsmarine, n'aurait jamais rêvé de pouvoir occuper un jour des ports sur l'Atlantique. Et Lars Winkel le montre très bien dans sa thèse. C'était vraiment quelque chose que même l'état-major allemand n'avait pas envisagé. Donc pour eux, c'est une divine surprise. On envoie au printemps 1941 donc des premiers gros navires qui doivent intervenir dans l'Atlantique, le Prince Eugen, le Gneisenau, le Scharnhorst en particulier. Et ils vont être bloqués à Brest jusqu'en 1942, jusqu'à l'opération Catapulte, parce que la RAF britannique va régulièrement les attaquer et les bombarder. Donc pour les Brestois, immédiatement, la guerre, l'occupation, c'est non seulement les Allemands, mais ce sont aussi les bombes et les attaques, les mitraillages de la RAF. Alors vous avez là une photo du Gneisenau sous filet de camouflage. En dépit des très nombreuses attaques, il n'y aura que quelques atteintes de bombes sur ces navires de guerre. Alors j'insiste sur le fait que c'est la marine française, c'est l'unité marine Brest qui s'occupe de l'entretien et surtout de tout ce qui est le déplacement des navires, que la marine française collabore totalement à cette occupation, et d'après ce que montre bien Lars Winkel dans sa thèse, ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais cette collaboration dure jusqu'au bout, jusqu'en 1944, et là où on a des éléments très précis. Il y a à peu près 1 millier de marins français qui y travaillent, et tous les rapports allemands montrent, notamment en 1942, que sans l'aide de la marine française, eh bien, la marine allemande ne pourrait pas s'en sortir. Alors d'un autre côté, les ouvriers de l'arsenal sont aussi mobilisés immédiatement pour remettre l'arsenal en état et pour participer aux travaux sur les navires allemands. Là encore, même s'il y a une résistance importante dans l'arsenal, l'avis des Allemands est de dire que les ouvriers brestois travaillent mieux et sont plus compétents que les ouvriers allemands de Hambourg ou d'ailleurs. Bon, je vous laisse, évidemment, on peut discuter de ces appréciations, mais c'est les rapports de l'époque. Du coup, les Allemands vont aussi construire une base sous-marine à Brest. Donc voilà l'état de la base en 1944, après le siège de Brest, après les bombardements notamment américains. Et vous voyez au fond ce qui reste de l'école navale de l'époque, qui est totalement détruite par ces bombardements et par le siège. Alors d'un autre côté, la présence de ces navires de guerre allemands fait que immédiatement des réseaux de résistance se mettent en place, et que dès l'été 1940, eh bien, les pêcheurs bretons dont je parlais tout à l'heure, la Marie-Louise notamment, c'est des bateaux de Camaret, de Douarnenez, ces bateaux de pêche viennent déposer les premiers agents gaullistes et londoniens sur nos côtes pour faire du renseignement. Alors il y a tout un débat pour savoir si c'est Hubert Moreau
qui avait quitté la Bretagne le 24 juin et qui est redébarqué le 26 juillet, qui est le premier agent gaulliste à arriver en Bretagne, ou si c'est Jacques Mention. Alors Passy, le chef des services secrets en Angleterre, affirme que c'est Mention, parce qu'il se trouve que Moreau, à ce moment-là, travaille pour l'intelligence service britannique, et que pendant longtemps, il fallait que ce soit un Français libre, enfin des services français libres qui étaient le premier à avoir débarqué. Il semble quand même qu'à quelques jours près, ce ne soit pas tout à fait le cas. Ce qui est très important, c'est que la pointe de Bretagne et la Bretagne Sud est le lieu majeur de débarquement de ces agents, de ces premiers réseaux de renseignement. Signalons aussi le cas bien connu de Gilbert Renaud, du Vantais Gilbert Renaud, le futur colonel Rémy, qui a quitté l'Orient le 18 juin 1940, qui est rentré par le Portugal et par l'Espagne en France, et qui, dès l'automne 1940, recrute les premiers agents de renseignement en Bretagne Sud et à Brest. Et là, c'est l'officier de marine, le lieutenant de vaisseau Philippon, pétiniste bon teint par ailleurs, qui va faire ses missions de renseignement et qui va informer les services français et britanniques de la situation des navires et des sous-marins. Et ce réseau de renseignement, la CND, la confrérie Notre-Dame de Rémy, sera l'un des plus importants réseaux de la France occupée. Citons encore le réseau Nemrod, le 22 décembre 1940, à Plogoff, donc pas très loin d'ici. L'officier de marine Honoré d'Estiendorf, qui est le numéro 2 des services de renseignement gaullistes, débarqué plus exactement à Plogoff. Malheureusement, un mois après, il est trahi par son radio, qui est un Alsacien, qui s'appelle Kessler, Marty, qui travaille en réalité pour les Allemands, et l'ébauche de réseau de renseignement qu'il a mis en place à Nantes et à Paris est démantelée. Il sera fusillé avec les 2 autres agents gaullistes arrêtés pour l'occasion en août 1941. Citons encore la mise en place de l'un des premiers grands réseaux de renseignement, typiquement finistérien, celui-là, au printemps 41, le réseau Johnny. Alors, oui, je reviendrai sur ces images tout à l'heure, sur la situation mise en place. Alors, sur le réseau Johnny, je voulais juste dire que ces 3 hommes qui ont quitté la Bretagne par la mer au moment de la débâcle de 40, qui reviennent en mars 1941, Jean à la Terre, Jean Milon et Jean Leroux de Lanmeur, et dans cette mission Allah, ils vont mettre en place ce premier réseau qui est d'abord finistérien et qui s'élargit ensuite, après les arrestations ici, vers Rennes et l'Ille-et-Vilaine, et ils mettent en place l'une des premières liaisons radio de France occupée avec l'Angleterre. Citons encore la mission Savannah, un commando avec Joël Le Tac, futur dirigeant politique et ministre gaulliste, parachuté près de Vannes, chargé d'attaquer un bus qui transporte les pilotes allemands vers l'aéroport, vers l'aérodrome plus exactement, puisque chaque jour il y a des avions qui partent de Bretagne dans le cadre de ce qui a été voulu, enfin le débarquement vers l'Angleterre qu'Hitler n'a pas pu mettre en place, et chaque jour donc des bombardiers et des avions partent pilonner les Britanniques. Donc cette mission échoue. Mais lorsque le TAC revient ensuite dans la région, il va créer ce qu'on appelle la mission Overcloud, qui permet d'obtenir en Ille-et-Vilaine les premiers parachutages d'armes à la fin 41, au début 42. Alors j'en arrive, si vous voulez, au-delà de ces pionniers de la résistance. Je ne parle pas ici des Français libres, je crois qu'on en parlera toute la journée, donc volontairement, excusez-moi, mesdames, messieurs, mais je fais l'impasse un peu sur la France libre, volontairement. Ce qui est important, c'est de voir aussi comment réagit la population bretonne et finistérienne occupée. Moi, je trouve que cette image est très belle, alors je l'interprète, hein, on peut en discuter, mais c'est dans les rues de Brest, et vous voyez une patrouille allemande qui défile au pas, et vous voyez un Brestois qui passe en ignorant les Allemands. Je crois que ça fait partie de ces attitudes, de ce que mon collègue Pierre Laborie a appelé le non-consentement. Beaucoup de gens
il n'y a qu'une poignée de gens qui étaient en mesure de résister, c'est d'agir, de faire des actes de résistance, des actions de résistance. Mais une grande partie de la population, sinon la quasi-totalité, rejette l'occupation allemande. Et donc, le fait de refuser de regarder ces Allemands, ça en dit long, me semble-t-il, parce que dans cette région, la germanophobie, d'une part. D'ailleurs, il y a un sous-préfet, le sous-préfet de Châteaulin en 1942 va créer un néologisme que j'aime beaucoup. Il va parler d'occupantophobie. Donc je crois que c'est tout à fait clair sur la façon dont les Bretons et les Finistériens réagissent. Alors, il y a ce rejet immédiat de l'occupant, mais il y a en même temps l'anglophilie et le gaullisme qui est dénoncé immédiatement par les préfets de Vichy, constaté immédiatement, des signes tout à fait clairs, dès la Toussaint 1940 et dès le 11 novembre 1940, à Brest, dans l'un des cimetières brestois, des tombes de soldats britanniques sont littéralement couvertes de fleurs, et c'est le préfet qui nous le dit. Il y a aussi ces inscriptions, Vive de Gaulle à Brest, mais il y a aussi Vive Thorez, je reviendrai tout à l'heure sur la résistance communiste. Il y a ce refus donc d'accepter la défaite, et lorsque le général de Gaulle à la BBC appelle par exemple le 1er janvier 1941 les Français à ne pas sortir dans la rue pendant 2 heures, eh bien les rues des villes sont vides, et j'ai en mémoire l'exemple de Saint-Brieuc où une personne, alors volontairement ou non, à mon avis, elle n'était pas au courant de l'appel, sort dans la rue et reçoit immédiatement des menaces manuscrites en disant qu'il s'agit d'un mauvais patriote. Il y a aussi cet humour finistérien que je cite, janvier 1941, un document d'archives, ce slogan que l'on trouve « Nous manquons de beurre et de lait », allusion évidemment au rationnement et aux pénuries, et pourtant nous sommes entourés d'une bande de vaches. Je crois que c'est l'espace de commentaires. Autre dessin qui circule à Brest en janvier 1941, on voit un cochon habillé en soldat allemand, né en Allemagne, engraissé en France, mangé en Angleterre. Alors je passe ce commentaire, et ce que je trouve très important et très intéressant, je parle de Brest, je parle d'une région très maritime. Il y a eu, vous vous en souvenez, Mercey-Kébir. Il y a eu près de 1300 marins français tués lorsque la marine britannique a neutralisé la flotte française en Afrique du Nord. Parmi eux, beaucoup de Bretons et beaucoup de Finistériens. Le fait qu'il y ait ce sentiment anglophile, même s'il est ambivalent, veut dire quelque chose. Hein, de 2 mots, on choisit le moindre, et évidemment, même si, notamment dans la marine, on n'aime pas les Anglais, hein, eh bien, on aime encore moins peut-être les Allemands. Donc, pour la population, c'est tout à fait clair. Or, il y a encore, parmi les exemples que je peux citer, le 19 juin 1941, à Brest, il y a des tracts qui appellent les gens à mettre des linges noirs à leurs fenêtres, pour rappeler la première année d'occupation. À Rennes, il y a des très grandes manifestations, plusieurs milliers de personnes manifestent à ce moment-là. Ça montre donc cette